Devant vous, un mur de granit. Inclinaison de 85 degrés. Un vent atteignant 100 km/h. De la glace recouvrant chaque fissure. Un faux pas et tout est fini. Maintenant, imaginez une créature qui a choisi cet endroit comme maison, qui court ici comme vous courez dans un parc, qui donne naissance ici, qui grimpe sur des surfaces verticales avec la même aisance que vous marchez sur un trottoir. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas du CGI, pas de la mythologie, ce n'est pas du CGI, c'est le bouquetin. Et aujourd'hui, vous découvrirez des choses à son sujet qui défieront ce que vous croyiez possible, jusqu'à ce que vous voyiez les preuves de vos propres yeux. Observez cette falaise, verticale, lisse, des centaines de mètres jusqu'à toute surface plane. Un grimpeur expérimenté aurait besoin d'une demi-journée pour escalader cette voie, avec harnais, mousqueton, cordes et années d'entraînement. Maintenant, regardez la créature qui se repose sur un rebord de la taille d'un livre au milieu de ce mur. Sans équipement, sans filet de sécurité, avec une expression d'ennui total. Le bouquetin est arrivé ici parce qu'il le voulait et partira quand bon lui semblera. Les bouquetins, bouquetins des Alpes, tours du Caucase, markhors, chèvres des Rocheuses, habitent les chaînes de montagnes les plus inaccessibles de la planète. Les Alpes, le Caucase, l'Himalaya, les Andes, les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Là où les pentes sont les plus abruptes, là où l'air est le plus rare et le plus froid, voilà leur territoire. Ils ne survivent pas simplement dans ces environnements. Ils prospèrent complètement. Ils jouent là-bas, courent, se battent, tombent amoureux, vivent pleinement là où les humains peuvent à peine rester debout. Le secret des bouquetins commence dans les sabots. À l'extérieur, une couche de kératine dure avec des bords tranchants fonctionnant comme un piolet. À l'intérieur, un coussinet doux et élastique qui opère comme une ventouse. Le sabot est divisé en deux sections indépendantes, chacune se déplaçant séparément, s'adaptant à la forme exacte de chaque saillie. Ce n'est pas simplement un pied, ce sont 4 outils intégrés. Piolets, crampons, ventouses et amortisseurs. Les grimpeurs professionnels rêvent de cette technologie depuis des siècles. Le bord extérieur du sabot d'un bouquetin est plus dur que l'ongle humain. Il coupe la glace et s'accroche aux moindres irrégularités de la roche. Le coussinet intérieur a une composition similaire au caoutchouc avec un coefficient de friction élevé. Il ne glisse pas même sur pierre humide. Ensemble, ils créent une adhérence qu'aucune semelle n'a réussi à reproduire encore. Quand les fabricants de chaussures de montagne cherchent l'inspiration, ils étudient précisément ces sabots. La nature a breveté cette solution il y a 30 millions d'années. Le bouquetin peut grimper des surfaces avec une inclinaison de 60 degrés sans effort visible. Là où un grimpeur expert avance en rampant avec les 2 mains agrippées, le bouquetin trotte tranquillement. Leur capacité à se maintenir sur des surfaces verticales est si étonnante que les scientifiques ont douté pendant des années de l'authenticité des premières photographies. Cela semblait être du montage. Il s'est avéré que c'était simplement une biologie différente. En Italie, existe le barrage de Cingino, à près de 2000 mètres d'altitude. Les ingénieurs l'ont construit en béton. Le béton s'est couvert d'algues et de lichens et les bouquetins escaladent le mur vertical du barrage pour lécher le sel et les minéraux de la surface. 90 degrés au-dessus du sol, sur du béton, à une hauteur où un faux pas signifie tomber des centaines de mètres. Quand les photographies de cette scène sont apparues sur Internet, des millions de personnes ont supposé que c'était du Photoshop. Ce n'est pas du Photoshop, c'est simplement un bouquetin cherchant du sel. Les bouquetins vivent entre 1500 et 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le bouquetin des Alpes préfère la zone entre 2000 et 3500 mètres. La chèvre des Rocheuses jusqu'à 3000. La chèvre bézoard du Caucase et d'Asie mineure jusqu'à 4000. À ces altitudes, il y a environ 40% moins d'oxygène dans l'air qu'au niveau de la mer. Les températures hivernales descendent jusqu'à 40 degrés en dessous de zéro. Et c'est précisément là que le bouquetin se sent le plus à l'aise.
Le bouquetin est l'un des animaux les plus anciens représentés par les humains. Des peintures rupestres avec des bouquetins se trouvent dans des grottes européennes vieilles de 20 à 30 000 ans. Nos ancêtres ne dessinaient pas seulement ce qu'ils voyaient, ils vénéraient ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Comment une créature grimpe des murs qui pour les humains sont infranchissables. Dans le bouquetin, ils voyaient quelque chose de surnaturel, et ils n'avaient pas si tort. Le bouquetin saute jusqu'à 3,5 mètres horizontalement et presque 2 mètres verticalement depuis une position statique, sans élan préalable. Il atterrit sur des rebords de la taille d'une main. La précision de l'atterrissage est de quelques centimètres. Une erreur de ces centimètres signifie la mort. Le bouquetin effectue ses sauts des dizaines de fois par jour. Aucun échec n'a été enregistré en vidéo, parce qu'un bouquetin qui échoue ne laisse pas de traces. Le centre de gravité du bouquetin est situé considérablement plus bas que chez la plupart des ongulés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une adaptation évolutive à la vie sur des surfaces inclinées. Les pattes avant sont légèrement plus courtes que les pattes arrière, ce qui aide à maintenir l'équilibre pendant l'ascension. Les poignets des pattes avant sont flexibles, presque comme ceux des humains. Le bouquetin peut les faire pivoter, s'adaptant à la forme du support. Tout le corps est un grand instrument pour vivre dans un monde vertical tridimensionnel. La pupille rectangulaire horizontale du bouquetin est l'un des systèmes visuels les plus inhabituels de la nature. Elle fournit un champ de vision de presque 340 degrés sans tourner la tête. Le bouquetin voit presque tout autour de lui simultanément. Au-dessus, sur les côtés, derrière. C'est d'une importance critique quand vous êtes debout sur une falaise et qu'un léopard des neiges vous traque. De plus, la pupille horizontale maintient l'orientation de l'horizon, même quand la tête est inclinée. Un niveau automatique intégré dans l'œil. Les bouquetins possèdent un sens phénoménal du terrain. Les scientifiques croient qu'ils construisent une carte tridimensionnelle de leur territoire dans leur mémoire et la mettent à jour constamment. Dans la tempête de neige, dans le brouillard dense, dans l'obscurité totale, le bouquetin se souvient de chaque rebord, chaque fissure, chaque route sûre sur un territoire de plusieurs kilomètres carrés. Ce n'est pas de l'instinct. C'est une carte apprise individuellement que chaque bouquetin compile lui-même pendant les premières années de vie. En hiver, les bouquetins descendent à une altitude plus basse, mais pas beaucoup. Ils ne descendent pas dans les vallées comme les autres ongulés. Ils se sont adaptés à l'hiver différemment. Ils ralentissent le métabolisme, perdent jusqu'à 30% de leur poids pendant l'hiver, et c'est normal. Leur pelage dense à double couche, la couche externe de longs poils de garde grossiers, l'interne de sous-poils chauds et compacts, retient la chaleur à 40 degrés en dessous de zéro. Le bouquetin en hiver est un thermos vivant sous forme animale. Les bouquetins sont herbivores, mais les montagnes ne sont pas exactement des sources généreuses de nourriture. Ils mangent de l'herbe, de la mousse, du lichen, des feuilles d'arbustes, de l'écorce d'arbres, tout ce qui est disponible. Cherchant de la nourriture, le bouquetin se tient sur les pattes arrière, atteignant des branches à 2 mètres de hauteur. Il se positionne sur de minuscules rebords rocheux pour atteindre la mousse dans une fissure. Il n'hésite pas à creuser dans la neige avec les sabots cherchant de l'herbe séchée en dessous. La faim est le meilleur professeur d'acrobatie. Les bouquetins ont besoin d'eau, mais dans les montagnes, elle est gelée la majeure partie de l'année. Ils ont appris à obtenir de l'eau à partir de neige et de glace. Ils les mangent, simplement. En été, ils trouvent des ruisseaux de montagne et des sources qu'ils mémorisent et auxquelles ils reviennent. Outre l'eau, ils ont besoin de minéraux, surtout du sel. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les bouquetins risquent leur vie en léchant des dépôts minéraux sur des falaises verticales, en s'approchant de salines dans les vallées ou en grimpant sur des barrages en béton. Les cornes du bouquetin des Alpes sont l'un des ornements les plus impressionnants du monde animal. Chez les vieux mâles, elles atteignent 140 cm de longueur et pèsent jusqu'à 5 kg chacune. Les cornes ont des crêtes transversales, caractéristiques par lesquelles on peut déterminer l'âge du bouquetin. Environ une crête par an. Les cornes d'un vieux bouquetin fonctionnent comme les anneaux annuels d'un arbre. Quelques minutes d'observation et l'âge est déterminé.
Les affrontements entre mâles pendant la saison d'accouplement sont l'un des spectacles les plus impressionnants de la nature sauvage. Deux bouquetins se dressent sur les pattes arrière et s'écrasent l'un contre l'autre avec les cornes de toute leur hauteur. L'impact est comme la collision de deux boxeurs poids lourds. Le son s'entend à des kilomètres dans les montagnes. Les cornes sont évolutivement adaptées précisément pour ce type d'impact. Elles absorbent la force à travers une base large, la distribuent à travers le crâne. Le cerveau du bouquetin est protégé des commotions par des cavités d'air spéciales, un casque naturel. Les jeunes bouquetins commencent à s'entraîner bien avant le premier combat réel. Dès quelques semaines, ils jouent, se cognent la tête, se dressent sur les pattes arrière, maîtrisent l'équilibre. Ce n'est pas un simple amusement. C'est ainsi que se forment les muscles, les compétences d'équilibre, la compréhension de ses propres capacités. Au premier vrai duel, le jeune bouquetin a déjà passé plusieurs années à l'école du combat. La nature ne donne pas de notes de passage, elle donne des cicatrices. Les cornes du bouquetin poussent tout au long de la vie, mais la vitesse de croissance change selon les saisons. En été rapide, en hiver lent. Cela crée les crêtes transversales caractéristiques, une pour chaque année de vie. Un biologiste expérimenté, regardant un bouquetin avec des jumelles, peut déterminer son âge avec une précision d'1 an. Les femelles ont aussi des cornes, mais considérablement plus courtes et plus fines. Elles n'atteignent jamais la taille des mâles. Dans la nature, les cornes atteignent rarement la taille maximale. Les vieux bouquetins avec d'énormes cornes ne se trouvent que dans les réserves où il n'y a pas de chasse. Les cornes ne sont pas seulement une arme et un symbole de statut. Les bouquetins les utilisent de manière assez pratique. Ils se grattent, peignent le pelage dans les endroits difficiles d'accès, dégagent la neige cherchant de la nourriture. Les jeunes bouquetins utilisent parfois les cornes pour soulever des pierres plates et atteindre les plantes en dessous. L'évolution a créé un outil universel et le bouquetin lui a inventé plusieurs utilisations supplémentaires par lui-même. Les chevreaux naissent sur les falaises. La mère se retire dans un endroit inaccessible des heures avant la naissance. Là, les prédateurs ne peuvent pas atteindre. Le chevreau nouveau-né pèse environ 3 kilos et déjà en quelques heures se tient debout. À 12 heures, il suit la mère à travers les rochers. À 24 heures, il grimpe des surfaces inaccessibles à un humain adulte. L'enfance pour le bouquetin dure littéralement un jour. La première année de vie du chevreau est un apprentissage continu. Il apprend de la mère les routes, les sources d'eau, les endroits de sel, les abris contre les prédateurs. Il apprend à évaluer les distances, tester les supports, calculer les sauts. Il apprend à lire le terrain, où c'est stable, où c'est glissant, où la roche est trompeusement fragile. Cette éducation ne peut pas être obtenue d'un livre, seulement de l'expérience personnelle au bord du précipice. Les chevreaux qui apprennent mal n'atteignent pas la 2e année. Les bouquetins vivent en groupes séparés. Les femelles avec les jeunes restent ensemble, les mâles en troupeaux séparés. Seulement pendant la période de reproduction, de novembre à janvier, ils s'unissent. Dans le troupeau de femelles existe une hiérarchie claire. Les femelles plus âgées et plus expérimentées dirigent le groupe, connaissent les meilleurs pâturages, se souviennent des routes d'évacuation quand un prédateur apparaît. L'expérience de la mère est littéralement une question de vie ou de mort pour tout le troupeau. Les chevreaux restent parfois coincés, grimpent à des endroits d'où ils ne peuvent pas revenir. La mère, dans ces cas, fait le tour de la falaise, cherche une autre route, appelle le chevreau avec la voix. Parfois, elle montre littéralement le chemin, descend à côté, démontrant comment se déplacer. C'est l'un des moments les plus touchants dans le comportement de ces animaux. Une mère enseignant à son petit au bord du précipice avec une patience infinie. Les chevreaux qui ont de bonnes mères deviennent de meilleurs grimpeurs. Le premier hiver est le moment le plus dangereux pour le chevreau. La neige cache les routes habituelles, la nourriture est rare, le froid tue. La mère garde le petit près, partage la chaleur. Si l'hiver est particulièrement rigoureux, la mortalité des chevreaux la première année peut atteindre 50%. Ceux qui ont survécu au premier hiver survivent généralement au suivant, parce que le premier hiver enseigne ce qu'aucun été ne peut enseigner. Le principal ennemi du bouquetin est le léopard des neiges,
le prédateur de montagne parfait, flexible, silencieux, avec un excellent équilibre sur les rochers. Le léopard chasse par embuscade, reste immobile pendant des heures, attendant qu'un bouquetin s'approche à portée de saut. Les bouquetins le savent. Leur comportement près de n'importe quel abri est de prudence maximale. Avant d'entrer dans une gorge, le vieux bouquetin observe pendant des heures. La paranoïa est ce qui survit. La première réaction du bouquetin face à un prédateur est vers le haut. Toujours vers le haut, parce que ni le loup, ni l'ours, ni le lynx ne peuvent suivre le bouquetin sur un mur vertical. Seul le léopard des neiges peut chasser à ces hauteurs, et même alors avec un succès limité. Un bouquetin qui a réussi à atteindre une surface verticale est pratiquement en sécurité. La falaise est sa forteresse. C'est pourquoi les bouquetins ne s'éloignent jamais beaucoup des falaises vers l'espace ouvert. Les aigles représentent une symbolique, une menace sérieuse pour les chevreaux. L'aigle royal peut frapper un chevreau et le jeter de la falaise, sans emporter la proie, mais en la créant. Les chevreaux connaissent l'ombre de l'aigle instinctivement. Quand la silhouette de l'oiseau apparaît dans le ciel, les jeunes se collent immédiatement à la falaise ou cherchent un abri sous un surplomb. Les mères à ce moment couvrent les chevreaux de leur corps. Le ciel au-dessus des montagnes est un espace de menace égal à la terre sous les pieds. Les prédateurs ne sont pas la seule menace. Les montagnes elles-mêmes sont dangereuses. Avalanches, éboulements, gelées soudaines. Les bouquetins savent lire les montagnes. Le comportement avant un éboulement est l'évacuation immédiate de la pente potentiellement dangereuse au moindre signe d'instabilité. Avant une avalanche, retraite vers une zone de rochers où la neige ne s'accumule pas. Ils ne survivent pas seulement grâce aux capacités physiques, ils survivent grâce à la compréhension de leur environnement qui s'accumule pendant des années et se transmet par le comportement des mères. Les bouquetins sont des animaux sociaux et cela les aide à survivre. Dans le troupeau, il y a plus d'yeux, d'oreilles, de nez, la menace est détectée plus tôt. Le système d'alerte est simple et efficace. Un sifflement d'alarme, un son spécifiquement aigu, et tout le troupeau réagit immédiatement. La source du signal n'a pas d'importance, le signal lui-même importe. La vigilance collective permet à chaque animal de manger calmement, sachant que quelqu'un d'autre observe l'horizon. Novembre à janvier est le temps du rut des mâles. Ils abandonnent leur territoire d'été et vont là où se trouvent les femelles. Avec cela viennent les tournois. 2 mâles exhibent d'abord longuement les cornes, marchent en cours parallèle, montrant taille et forme. Souvent cela suffit, le mâle plus petit se retire. Mais si les mâles sont égaux en taille, le combat commence. Ils se dressent sur les pattes arrière, s'écrasent de toute leur hauteur. L'impact s'entend à des kilomètres. Le combat dure de quelques secondes à plusieurs minutes. Rarement quelqu'un reçoit des blessures graves. Les cornes sont positionnées de telle sorte que dans la collision frontale, l'énergie se disperse, ne se concentre pas. L'évolution s'en est occupée. Une espèce qui détruit les mâles les plus forts dans les combats ne survit pas. Le vainqueur obtient le droit de s'accoupler avec les femelles sur ce territoire. Le perdant se retire. Parfois, il revient des jours plus tard pour la revanche. Après avoir gagné le combat, le mâle ne reçoit pas immédiatement la faveur de la femelle. Elle choisit. Le mâle suit la femelle, exhibe les cornes, émet des sons spécifiques, courtise littéralement au sens le plus littéral. La femelle évalue. La taille des cornes est un indicateur direct de santé, d'âge, de qualité génétique. La femelle, en choisissant le mâle avec les meilleures cornes, choisit les meilleurs gènes pour son chevreau. L'évolution agit à travers la préférence de la femelle. Les jeunes mâles, dans les premiers tournois, ne gagnent presque jamais. Ils observent, apprennent, parfois tentent de courtiser les femelles, et elles les ignorent presque toujours. Dans le monde des bouquetins, la jeunesse n'est pas une vertu. Des cornes encore petites signifient peu d'expérience et de force. Les femelles le comprennent. Les jeunes mâles attendent patiemment leur moment, et il arrive. Habituellement vers 6 ans, quand les cornes atteignent une taille impressionnante. Après la saison d'accouplement, les mâles retournent à leur troupeau de célibataires. Les opposants des combats passés pèsent paisiblement côte à côte. Pas de rancune, pas d'agression continue.
La hiérarchie est établie jusqu'à l'année suivante. C'est un système efficace. Au lieu d'affrontements constants qui épuisent tout le monde, une saison de compétition honnête déterminant l'ordre pour un an à venir. Les consultants d'entreprise pourraient apprendre de cela. Au début du 19e siècle, le bouquetin des Alpes était pratiquement éteint dans les Alpes. La chasse pendant des siècles a réduit la population à quelques centaines d'animaux. Seulement dans la réserve du Grand Paradis, au Piémont, le roi d'Italie de l'époque a déclaré les bouquetins propriété royale et interdit la chasse. Cela a sauvé l'espèce. Aujourd'hui, dans les Alpes, vivent environ 50 000 bouquetins. L'histoire de la récupération de la population est l'un des premiers et des plus réussis exemples de travail de conservation en Europe. La chèvre des Rocheuses d'Amérique du Nord, Oreamnos americanus, est un parent mais pas proche. Elle n'appartient en fait pas au genre Capra, mais à un genre séparé. Son pelage blanc toute l'année, pas seulement en hiver, la rend presque invisible dans la neige. Elle vit dans les montagnes rocheuses, les cascades, en Alaska. Les scientifiques ont observé des chèvres des montagnes à des altitudes dépassant 3500 mètres, à des températures de 45 degrés en dessous de zéro. Pas seulement survivants, paissant activement. Le markhor est le symbole national du Pakistan et le bouquetin le plus inhabituel de la planète. Ses cornes se tordent en spirale comme des tire-bouchons. Chez les vieux mâles, elles atteignent 160 cm de longueur. Le markhor est en danger d'extinction. Il a été longtemps persécuté pour ses cornes, considérées comme curatives dans la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, la chasse n'est permise que de manière limitée et les revenus des licences de chasse vont aux communautés locales. Cela encourage la protection, pas le braconnage. Une solution paradoxale, mais fonctionnelle. Le Tour du Caucase est l'un des plus grands bouquetins. Il habite exclusivement le Caucase. Nulle part ailleurs dans le monde il n'existe. Il existe deux sous-espèces, le Tour du Caucase occidental et le Tour oriental, ou du Daghestan, qui diffèrent légèrement dans la forme des cornes. Les deux sont endémiques du Caucase et inclus dans le Livre rouge. La population se rétablit, mais lentement. Pour un animal avec une zone de distribution aussi limitée, toute pression est dangereuse. Son destin est littéralement le destin d'une chaîne de montagnes. Les bouquetins ont été étudiés pendant plus de 100 ans et chaque décennie apporte de nouvelles découvertes. Dans les années 90, les biologistes ont équipé les bouquetins de colliers GPS et ont découvert que leur route quotidienne était beaucoup plus complexe et longue qu'on ne le pensait auparavant. En 2010, il a été déterminé que les bouquetins mémorisent et transmettent l'information sur les pâturages par le comportement des mères. C'est une transmission culturelle de connaissances. En 2020, que les changements climatiques déplacent leur route migratoire plus rapidement qu'ils ne peuvent s'adapter. Chaque année, un nouveau fait que nous ne connaissions pas. Les énormes cornes ne sont pas seulement un avantage. Parfois, les bouquetins restent coincés avec les cornes dans des branches, des buissons, des clôtures en fil de fer. C'est particulièrement pertinent pour les vieux mâles avec des cornes maximalement développées. Des cas ont été enregistrés où des bouquetins coincés ont dû être libérés par des humains. Un bouquetin qui vient de démontrer des merveilles d'escalade se tient impuissant, empêtré dans des buissons. La nature ne manque pas de sens de l'humour. Le bouquetin est l'un des symboles les plus anciens de la culture humaine. Sur les pièces de monnaie de la Grèce antique et de Rome, sur les écus des peuples de montagne, dans la constellation du Capricorne. Dans la mythologie sumérienne, la chèvre-poisson était le symbole du dieu de la sagesse Enki. Dans les traditions celtiques, symbole de fertilité et de force de montagne. Dans le monde islamique, le markhor est un animal sacré accordé aux montagnes. Presque chaque peuple de montagne a son image du bouquetin, et toutes sont remplies de respect. Le bouquetin des Alpes est le symbole officiel des Alpes suisses. Il est représenté sur le blason de plusieurs cantons suisses. Ce n'est pas fortuit. Pour les peuples de montagne, le bouquetin a toujours symbolisé ce qu'ils aspiraient eux-mêmes à être: stabilité, indépendance, capacité à vivre là où d'autres ne survivent pas. Le bouquetin est devenu métaphore de l'homme de montagne,
et cette métaphore a été acceptée et préservée dans la symbologie d'État. Les représentations de bouquetins apparaissent dans l'art rupestre sur tous les continents où ces animaux ont vécu: Europe, Asie, Afrique du Nord. La grotte Chauvet en France, 36 000 ans, a des bouquetins. La grotte d'Altamira en Espagne, des bouquetins. Les falaises du Tassili Najer en Algérie, des bouquetins. Nos ancêtres les dessinaient avec une telle précision et un tel détail que les biologistes déterminent aujourd'hui, d'après les dessins, l'espèce et même le sexe de l'animal. Ce n'était pas une simple décoration, c'était de la connaissance. Chez les peuples montagnards du Caucase, les cornes du tour étaient le trophée le plus important et symbole. Elles décoraient les maisons, servaient de récipients rituels pour le vin, faisaient partie des cérémonies de mariage. Dans les traditions géorgiennes, la corne de tour est symbole d'hospitalité. L'invité buvait dans la corne en signe d'alliance avec l'hôte. Ce n'est pas simplement un trophée de chasse, c'est un objet culturel qui connecte les gens aux montagnes qui les ont nourris et protégés pendant des millénaires. La science moderne traque les bouquetins grâce à des colliers GPS, des pièges photographiques et l'analyse d'ADN. Et chaque nouvelle méthode apporte des surprises. Le GPS a montré que des bouquetins individuels effectuent des déplacements quotidiens allant jusqu'à 20 km sur un terrain vertical. Les pièges photographiques ont enregistré des jeux sociaux de mâles adultes qui étaient considérés comme atypiques pour eux. L'analyse d'ADN a révélé une diversité génétique au sein de la population qui assure une résistance aux maladies. Plus nous apprenons, plus le tableau devient complexe et intéressant. L'odorat du bouquetin est l'outil principal d'évaluation des situations. Il détecte l'odeur d'un prédateur bien avant de le voir. L'odeur d'autres bouquetins transmet des informations sur leur sexe, âge, état de santé et statut hiérarchique. Les mâles, pendant la saison d'accouplement, marquent le territoire avec des sécrétions de glandes spécifiques. Information que les femelles lisent comme une annonce. Les montagnes sont une bibliothèque d'odeurs dans laquelle le bouquetin s'oriente sans erreur. À 4000 mètres d'altitude, la plupart des personnes non adaptées éprouvent le mal des montagnes. Mal de tête, difficulté à respirer, nausées, réduction de coordination. Le bouquetin à cette même altitude court, saute, se bat et mange. Ses poumons ont un volume plus grand relativement au corps. Son sang contient plus de globules rouges. Son hémoglobine lie mieux l'oxygène à basse pression. Chaque cellule de son corps est adaptée à l'air raréfié après des millions d'années d'évolution en altitude. Les scientifiques ont étudié la biomécanique des sauts du bouquetin et ont découvert qu'au moment du vol, le bouquetin redistribue déjà le poids et tourne le corps en direction du point d'atterrissage. Le cerveau calcule la trajectoire des millisecondes avant le saut et commence à préparer l'atterrissage encore dans l'air. Cela se produit automatiquement, sans contrôle conscient, comme chez un gymnaste expérimenté. Seulement le gymnaste s'est entraîné pendant des années. Le chevreau le fait instinctivement dès les premières semaines de vie. Les cornes les plus longues documentées du bouquetin des Alpes ont atteint 147 cm. Pour comparaison, c'est plus d'1,40 m. Les cornes d'un mâle pèsent en somme jusqu'à 10 kg. C'est environ 10% du poids corporel total de l'animal. L'équivalent serait un humain de 70 kg portant constamment 7 kg sur la tête. Pas comme un casque, comme partie du crâne, et en plus courant à travers des falaises verticales. La distance de saut maximale documentée d'un bouquetin est 3,5 mètres horizontaux depuis une position statique. C'est plus qu'un humain moyen ne saute en longueur avec élan. Verticalement, le bouquetin saute presque 2 mètres vers le haut et fait cela debout sur un rebord de la largeur d'une main. La question n'est pas comment le bouquetin fait cela. La question est comment le cerveau réussit à calculer tout le nécessaire en fractions de secondes, pendant que le corps est dans l'air. Un vieux mâle de bouquetin des Alpes pèse jusqu'à 120 kg, avec une hauteur au garrot d'environ 90 cm. Les femelles sont considérablement plus petites, jusqu'à 50 kg. La différence de taille entre mâle et femelle chez le bouquetin est l'une des plus significatives parmi les ongulés. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel.
et il est directement lié à la compétition entre mâles. Plus la compétition est féroce, plus la différence de taille est grande. Les bouquetins survivent à des températures allant jusqu'à 45 degrés en dessous de zéro. Ce n'est pas un record de survie, c'est leur environnement hivernal habituel. Le plage à double couche crée une couche d'air qui retient la chaleur. La réduction du métabolisme de 20 à 30 % en hiver économise l'énergie. Des graisses spéciales dans la composition sanguine ne gèlent pas à des températures extrêmes. Le corps du bouquetin en hiver est un thermostat adapté à des conditions dans lesquelles un humain sans équipement mourrait en 1 heure. Les bouquetins vivent jusqu'à 20 ans dans la nature, en captivité jusqu'à 25. Les vieux mâles avec d'énormes cornes sont rares. Habituellement à cet âge, ils ne sont plus ni dans les zones de chasse ni parmi les mâles en compétition active. Dans les territoires protégés où il n'y a pas de chasse, on trouve de vrais patriarches, calmes, confiants, avec des cornes qui se souviennent de dizaines de saisons. On les regarde différemment, avec respect. Les meilleurs grimpeurs du monde peuvent monter une surface avec une inclinaison de 90 degrés en utilisant des chaussures de spécial, de la magnésie, des pitons, des cordes et tout leur entraînement. Le bouquetin fait la même chose sans rien, et pas dans des conditions cérémoniales de compétition, mais dans la tempête de neige, dans l'obscurité, poursuivi par un prédateur avec un chevreau à côté. L'escalade pour le bouquetin n'est pas un sport. C'est simplement la façon de se déplacer en chemin vers la nourriture. Les bouquetins se sont révélés être en première ligne du changement climatique. Leur habitat, les hautes montagnes, change plus rapidement que la moyenne planétaire. Les glaciers rétrécissent, la couverture neigeuse devient imprévisible. Les pâturages habituels changent. Les bouquetins sont forcés de monter plus haut, mais plus haut il n'y a rien. Le bouquetin des Alpes, au cours des dernières décennies, a déplacé sa zone de distribution en moyenne de 150 mètres plus haut. Ce n'est pas une simple adaptation, c'est une compression de l'espace vital. Les programmes d'élevage en captivité et de réintroduction de bouquetins fonctionnent dans plusieurs pays: Autriche, Allemagne, France, Slovénie, République tchèque. Le bouquetin est revenu dans des montagnes où il n'avait pas été pendant des centaines d'années. Chaque libération implique des années de travail de biologiste, analyse génétique, sélection d'animaux, acclimatation. Et quand un bouquetin né en enclos grimpe une vraie falaise pour la première fois, c'est le moment pour lequel tous travaillent. L'histoire du bouquetin des Alpes est l'un des exemples les plus inspirants de récupération de la faune sauvage. De quelques centaines d'individus à 50 000 en 200 ans. Avec une protection et une gestion appropriée, les systèmes naturels se rétablissent. Le bouquetin est revenu en Autriche, Allemagne, France, Slovénie, dans les Balkans. Là où il n'avait pas été pendant des générations, il est à nouveau là, debout sur des falaises verticales, avec une expression qui dit « J'ai toujours été ici, vous n'étiez simplement pas à proximité ». Le braconnage reste une menace pour toutes les espèces de bouquetins. Le markhor au Pakistan et en Afghanistan, la chèvre bézoar en Iran et en Turquie, le tour au Caucase. Tous sont sous la pression de la chasse illégale. Les cornes sont valorisées dans la médecine traditionnelle. La viande est un mets délicat. Vaincre le braconnage avec des interdictions seules est impossible. Les programmes fonctionnent où les communautés locales obtiennent un bénéfice économique de la conservation des animaux. Tourisme, chasse sous licence, écotourisme. Là où le bouquetin vaut plus vivant que mort, il survit. L'écotourisme est devenu un allié inattendu des bouquetins. Les touristes voyagent dans les montagnes du Pakistan pour voir le markhor, dans les Alpes pour le bouquetin, au Caucase pour le tour. L'argent reste dans les communautés locales. Les résidents locaux obtiennent du travail comme guides, conducteurs, hôtes d'auberges. Le bouquetin devient un actif économique, vivant. Cela change l'attitude de proie à ressources. La logique pragmatique fonctionne parfois mieux que l'altruisme pur. Le bouquetin occupe un espace inaccessible à presque tous. Sur des sommets où les humains arrivent avec difficulté et risque, le bouquetin vit, ne survit pas, vit pleinement, activement, socialement. Il a accepté le monde des murs verticaux et de l'air raréfié et en a fait sa maison. Pas parce qu'il n'avait pas le choix,
mais parce qu'après des millions d'années d'évolution, son corps et son esprit sont devenus partie de ce monde, tout comme la roche est partie de la montagne. Regardez le chevreau debout à côté de sa mère sur un rebord de montagne. Il a quelques semaines. Le monde dans lequel il est né est vertical, froid, rigoureux. Mais c'est son monde. Il sait déjà faire ce qu'un humain n'apprendra jamais. Se tenir au bord du précipice comme si c'était le centre d'une pièce. On ne lui a pas appris à ne pas avoir peur. Il ne connaît simplement pas la peur de cette hauteur, parce que cette hauteur est son élément dès le premier jour. Chaque année, les bouquetins effectuent des migrations saisonnières, vers le haut en été, plus bas en hiver. Les mêmes routes que leurs mères ont parcourues, les mêmes cols, les mêmes points d'eau, les mêmes endroits de sel. La connaissance se transmet par le comportement, en suivant les anciens. C'est une tradition culturelle, non écrite mais vivante. Tant que les bouquetins vivent, vit la connaissance des montagnes accumulée par les générations. C'est l'une des plus belles façons de préserver l'information dans la nature. Le bouquetin est la preuve que les limites du possible n'existent que pour ceux qui ne sont pas nés au-delà d'elles. Il ne surmonte pas les murs verticaux, pour lui, ils sont horizontaux. Il ne risque pas en sautant par-dessus les précipices, pour lui, c'est simplement un pas. Il ne survit pas dans des conditions extrêmes. Il vit dans les seules conditions qu'il connaît. Son monde, ce sont les sommets. Et là, sur les sommets, il est chez lui. Il est là, sur la falaise vue à travers vos jumelles comme une fine ligne verticale. Si petit sur le fond de la montagne, si sûr de lui. Aucun prédateur ne l'atteindra là. Aucun humain ne montera sans équipement. Seulement le vent, seulement les nuages, seulement le ciel. Et le bouquetin, qui est venu ici simplement parce qu'il le voulait, et partira quand il décidera. C'est cela la liberté. Pendant des millions d'années, le bouquetin est devenu la preuve vivante de ce que l'évolution peut accomplir si on lui donne le temps et le bon environnement. Chaque sabot est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Chaque saut est un chef-d'œuvre de biomécanique. Chaque chevreau qui survit est une victoire sur la dureté du monde. À côté de nous, sur les sommets de nos montagnes que nous voyons de la fenêtre du train ou du téléphérique, vit une créature qui a fait de l'impossible sa maison. Et le fait chaque jour sans applaudissements, sans spectateurs, simplement parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Ce regard, cette pupille rectangulaire sur le fond de pics enneigés. Il ne demande pas d'admiration, n'a pas besoin de reconnaissance. Le bouquetin existait bien avant nous, et si nous ne commettons pas d'erreurs graves, existera après. Sur les mêmes falaises, le long des mêmes routes, avec les mêmes sauts. Ce n'est pas simplement un animal. C'est la réponse de la nature à la question de ce qui est possible si on donne à la vie suffisamment de temps et suffisamment de conditions difficiles.